Donc, dans ce cours-ci, ce qu'on va voir, c'est premièrement, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur du cours ensemble tout au long de la session. Donc, on a vu qu'on ferait des TP, qu'on ferait des examens, ça c'est le plan de cours, mais là, on va tomber au niveau matière. Donc, au niveau de la leçon d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on va apprendre c'est quoi une base de données. À partir de là, c'est quoi l'acronyme SGBD, ça veut dire quoi? Ensuite, reconnaître les types d'architecture, parce qu'on va travailler, nous, avec l'architecture web, mais on va regarder, il y avait d'autres types d'architecture avant qui ont été utilisés. Vous devez avoir installé votre machine virtuelle avec Oracle 12c et on va s'assurer que votre SQL développeur fonctionne. Ce qu'on a fait en début de cours. Donc, on a couvert le plan de cours. On va voir qu'est-ce qu'une BD, pourquoi il faut étudier les bases de données à l'intérieur d'un cheminement de développement. On ne voit pas votre écran. Oh, ça va faciliter si je vous le partage. Malgré que vous devez aussi, j'avais déposé là, les diapos dans le cours 1. Donc, je reviens. Qu'est-ce qu'une BD? Pourquoi on étudie ça comme développeur? C'est quoi rapidement leur historique? Et SGBD, ça veut dire système de gestion de base de données. C'est quoi les SGBD? Qu'est-ce qu'il y a comme SGBD disponible sur le marché? Les deux architectures les plus importantes, encore en utilisation importante aujourd'hui, client-serveur. C'est d'ailleurs l'architecture qu'on a installée avec SQL Développeur et votre machine virtuelle. Je sais que c'est peut-être pas évident pour vous, mais une machine virtuelle, c'est comme si tu avais un autre ordinateur sur ton bureau. Tu en as deux. Tu en as un qui est ton système hôte et il y en a un autre qui est à l'intérieur de ta machine virtuelle. Alors ça, c'est un exemple d'architecture client-serveur. SQL Développeur roule sur le client et communique par un réseau interne avec la machine virtuelle de la machine Oracle. Et on va voir c'est quoi l'architecture web, qu'est-ce qu'on ajoute à ça. Rapidement, moi je suis enseignant au collège, c'est ma 6e année. Je suis co-coordonnateur du programme de technique informatique. J'ai une entreprise en développement de systèmes de base de données depuis 35 ans. Je suis architecte d'un système de gestion d'entreprise. J'ai ma certification réseau Novell et Microsoft. Je suis développeur Oracle, chargé de cours au HEC de Montréal et étudiant à la MSC en spécialité TI. Ce que je vais vous demander dans mon cours, moi, je demande ce que je donne. Jamais plus, jamais moins. Donc, je vais vous respecter. Je vais vous demander la même chose vis-à-vis moi et je vais demander la même chose vis-à-vis des autres étudiants. Pas de cellulaire, pas de navigation non relié au cours. Le seul temps où je vais vouloir vous voir avec un cellulaire en main, c'est quand on va faire des caoutes. À partir de la semaine prochaine, habituellement, un à toutes les semaines. Et les caoutes sont réutilisés comme question de quiz. Je vais vous le dire tout de suite, je n'ai aucune tolérance sur le plagiat. On fait des TP pour devenir bon. C'est comme un peu faire des push-ups ou faire des exercices. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire des exercices à ta place et de devenir musclé. Alors, si tu veux apprendre à programmer, il faut que tu fasses les exercices toi-même. Donc, par intégrité intellectuelle et par équité envers les étudiants qui font leurs travaux, je vais être très, très, très dur sur le plagiat. Je vous pose la question, monsieur, y a-t-il des gens qui ont déjà échoué pour avoir plagié? La réponse est oui. J'en ai 2 la session passée. Je vous le dis, aucune tolérance. Ça va être beaucoup plus difficile de copier pour les TP parce qu'en fait, le TP numéro 2 et 3, c'est des TP que vous faites en équipe et ils sont tous différents. Et je vous le dis, pas beaucoup de tolérance, elle n'est pas là. De toute façon, pour votre apprentissage, ça va être beaucoup mieux. Le français aussi est important, donc je vous demande un minimum. Vous avez tous accès à la plateforme Antidote. Passez-le avant de me remettre vos travaux, s'il vous plaît.
Et là, il y a des gens qui disent « Oui, mais monsieur, c'est quoi exactement le plagiat? Est-ce qu'on peut s'aider? Est-ce qu'on ne peut pas s'aider? » Fait que moi, je veux rendre ça clair. C'est quoi qui constitue du plagiat dans mon cours? Premièrement, ne pas citer ses sources. Tu mets un bout de code, tu l'as pris sur Stack Overflow, tu ne l'as pas écrit, je fais ma recherche comparative, je le trouve. C'est du plagiat. Monsieur, j'ai oublié de l'écrire. C'est du plagiat. On s'entend-tu? Oui, mais je l'aurais écrit. Non, 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 non. Tu ne l'as pas écrit, c'est du plagiat, c'est correct. On ne s'ostinera pas du tout. Fait que je veux juste que vous compreniez c'est quoi mes barèmes. Quand les règles du jeu sont claires, il n'y a pas personne qui peut dire « Monsieur, je n'avais pas compris ». Alors, si tu réutilises du code, même que ce serait un de tes amis dans le cours qui te l'a donné, je n'ai pas de problème. Cite-le. Pour cette partie-là, je ne peux pas donner de note. Tu vas avoir 0 pour ce petit bout-là. Tu n'auras pas de plagiat, puis tu n'auras pas 0 pour le travail. Si tu n'écris pas le code, donne-en la propriété à quelqu'un d'autre, puis il vaut mieux avoir 70 parce qu'il y a une partie de 20 points que tu n'as pas été capable de faire, mais que tu as travaillé avec quelqu'un, puis maintenant tu as compris, que d'avoir 0 puis une mention de plagiat dans ton dossier d'étudiant. Donc, tu as un travail de ne pas réutiliser du code et de le laisser là. Et là, il y a une autre responsabilité. C'est que tu dois ne pas permettre à quelqu'un de voir ton code. C'est plus facile maintenant que c'est à distance. En classe physique, oui, mais il y a peut-être quelqu'un qui a regardé par-dessus mon épaule, qui a pris mon code. Et là, si tu es chez vous et il y a quelqu'un qui prend ton code, ben, tu as plagié. Oui, mais monsieur, c'est moi, je l'ai fait le travail. Oui, tu l'as donné à quelqu'un, tu as plagié. Olivier, tu as une question, ça me fait plaisir de te répondre. Si on s'inspire d'un code, qu'on l'écrit pas genre mot pour mot, mais qu'on s'inspire, il faut quand même citer la source. Oui, puis si tu t'es Oui, ok, inspiré, ça, c'est admissible. Tu sais, ok, tu dis, parfait, regarde, je vais checker ça sur DBA, machin, truc, j'ai mieux compris. Voilà mon travail original, mais je me suis inspiré de là, il n'y a pas de problème. Tu as le parfait. droit. C'est une bonne question, Olivier. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites des travaux ou un examen, ben, c'est pour vous permettre d'être plus compétent. Et moi, j'ai un engagement vis-à-vis du ministère de l'Éducation, c'est de valider votre acquisition de compétences. Alors, étant donné que copier ce qui vient de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une compétence dans mon cours, je ne peux pas utiliser ça comme moyen d'évaluation. Puis là, ça m'amène à est-ce qu'on peut s'aider? La réponse, c'est oui. Tu peux t'aider. Sur tout le matériel que tu avais en classe, là, tu peux leur travailler à quelqu'un, y expliquer, et en fait, je vous encourage à le faire. Mais tu ne peux pas prendre le code de quelqu'un d'autre, le copier, et j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises, modifier les noms de variables, mettre des retours un peu partout, changer les commentaires, puis dire j'ai fait le travail. Alors, je répète, c'est pas qu'on n'a jamais vu ça, là. On a été tous étudiants dans notre vie. Mais copier-coller le code, changer les dispositions, rajouter des espaces, changer les noms de variables, puis modifier les commentaires ne constitue pas un travail original. Oui, vous allez me dire, monsieur, là, il y a des petites épiques, c'est 10 lignes de code, la bonne réponse, elle va toujours se ressembler. Oui. Mais quand tu es rendu à 95 lignes de code, 7 fichiers HTML, 3 CSS, puis 4 fichiers JavaScript, je peux dire une chose, ça ne se ressemble pas. Alors, je suis conscient que c'est beaucoup plus difficile sur les petits travaux, mais dès que c'est un peu plus gros, c'est assez facile à prendre. Donc, tes détails d'implémentation, comment tu fais ta boucle, où tu mets tes ifs, tu utilises-tu un case, ça, c'est une signature de programmeur. Je suis capable de reconnaître du code. Ça fait 35 ans, j'en regarde passer, juste à l'écriture. Donc, ton travail se doit d'être original. Je ne te dis pas, il doit absolument pas ressembler à rien sur la planète, là. Mais
le travail doit être original. Donc, sur la question que Olivier m'a posée, peut-on utiliser du code open source qu'on prend sur Internet? Oui et non. Oui, tu as le droit d'aller voir comment les autres font. C'est pas de problème. Tu n'es pas obligé de tout réinventer. Puis si tu le prends à Ziz, mais tu n'es pas capable d'arriver comme meilleure solution ou tu ne comprends pas, mais tu as une solution, c'est clair. 70 dans un TP, c'est pas la fin du monde. 0 pour un plagiat, c'est vraiment plate. Comment on s'y prend pour détecter? Je vous le dis. On utilise des outils de comparaison. Premièrement, on prend tous les travaux de tous les groupes, parce qu'on en a vu qui ont des amis dans d'autres groupes. On les met tous ensemble, puis on a un logiciel qui compare tous les travaux. Après ça, on fait la même chose sur des sources de l'Internet. Alors, je l'ai dit, modifier des noms de variables, changer des commentaires, mettre des enter et des espaces, puis changer la tabulation, ne constitue pas un travail original. Ton travail, c'est de me donner un travail que tu as fait. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce boulot? All right? Je ne vous en parlerai plus jamais. Si un jour je te reparle de plagiat, c'est parce que ça ne sera pas le fun, notre conversation. En fait, j'avais juste une question. Vas-y, Ali. C'est-à-dire que tant que c'est pas du copier-coller, puis juste on apprend le concept du code, genre, par exemple, si je lis du code, puis je comprends le concept, c'est correct, ouais, puis je peux genre réutiliser le même concept, mais l'écrire moi-même, par exemple. Exactement ça. Ok, Et de toute puis, façon, il y a des bouts que je vais vous donner du code. ok. Les trucs hyper complexes, là, je le sais que vous êtes en deuxième session. Fait que quand on parle de connecter une base de données en JavaScript avec du HTML, là, je vous donne des gros morceaux. Là. Et puis, Vous avez le droit d'utiliser ça Aziz. Vous devez juste dans les commentaires me le signifier. Il y en a qui prennent mon code, puis ah, je veux voir, y a-t-il d'autres façons, puis qui trouvent d'autres façons de le faire sur l'Internet. Pas de trouble. Vous me le dites, tout est beau. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. OK. Ces questions-là, principalement, je les pose quand j'ai un cours complémentaire. Parce que je connais moins les étudiants, je ne connais pas leur visée professionnelle. Dans le cas d'ici, vous en allez tous en programmation. Êtes-vous tous en génie logiciel? Levez la main ceux qui s'en vont peut-être en réseau. J'ai réseau, là, infrastructure, sécurité. Bartek, Mouad. Donc, 3 à peu près sur les 20 étudiants, un petit peu moins de 20 étudiants que j'ai. Oh, excusez, j'ai un étudiant qui est pris dans la salle d'attente. Bon, OK, je vais vous dire de quoi. Le cours qu'on fait aujourd'hui, il est utile dans les deux profils. Pourquoi il est utile dans les deux profils? C'est que les bases de données, c'est très utilisé. Et étant donné que ça contient de l'information très importante, bien, les gens en sécurité doivent les sécuriser. Donc, doivent les comprendre. Donc, ce n'est pas un cours de prog que tu fais, que tu apprends juste la prog. En fait, tu apprends toute l'infrastructure, puis plus tard, en troisième session, là, on commence à se séparer. Puis les gens qui font un peu plus de sécurité vont apprendre à faire des backups de la base de données, comment la sécuriser contre les attaques d'injection SQL, etc., etc. Et vous devez comprendre l'architecture, parce que c'est ça que vous allez sécuriser. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'une base de données? À l'origine, une base de données, tout le monde en a. Ben, monsieur, non, j'en ai pas installé, moi, de base de données. Je doute que tu n'aies pas. Tu n'as au moins une dans ton téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un téléphone dans lequel il y a des contacts, des numéros de téléphone? C'est ce que je pensais. Donc, vous avez tous utilisé une base de données. C'était une base de données de contact avec numéro de téléphone. Dans ton logiciel de courriel, il y a une base de données de contact
avec leur adresse courriel. Ceux-là, ils sont informatisés. Y en a-tu ici qui ont déjà fait une recette? Personne. Juste moi qui a déjà fait une recette. Ah, Olivier a déjà fait une recette. Tu as pris ça où? Et là, tu vas me dire, ben, monsieur, sur l'Internet. C'était en partie sur Internet, mais souvent je les prends dans des livres de recettes. Mais on va dire que je l'ai pris sur Internet. Comme ça va arranger votre exemple. J'aimais mieux ton exemple du livre de recettes. Je l'ai pris dans un livre de recettes, ouais. Un livre de recettes, tu as un peu une base de données de recettes. Puis souvent, au début, tu as comme un index pour te dire, ben, une recette avec du poulet, tu as 100 telle page, une recette de gâteau, tu as 100 telle page. Donc, une base de données, ce n'est pas nécessairement dans un ordi. Vous n'êtes pas à l'âge d'avoir connu les pages jaunes ou l'annuaire téléphonique. Même moi, quand je cherchais un numéro de téléphone avant, un gros bottin, je vous le dis, c'était ça d'épais. Là. Puis là, ben. Moi j'ai connu ça. Ah, ben voilà. J'en avais un chez nous. Ben, je sais pas si on l'a encore, mais j'en ai déjà eu un, puis je sais à quoi ça ressemble. Bon. C'est épais, c'est très large. Alors, c'est une base de données. Alors, une base de données, ce n'est pas nécessairement informatisé. Aujourd'hui, on les informatise parce que c'est plus facile de chercher dedans. Un dictionnaire, c'est une base de données de mots avec leur définition. Alors, il y en a plein. Puis ça peut être mis sur des fiches. Avant, croyez-le ou pas, les clients d'une entreprise, c'était sur une fiche physique, écrite. Puis, il y a eu l'introduction des machines électrices perforées et on a développé un système de gestion de base de données. Un système de gestion de base de données, c'est un logiciel. Je recommence. Cette question-là, vous allez l'avoir en quiz. Vous allez l'avoir à l'examen final. Vous allez l'avoir sur les caouts. Puis quand je la mettais, quand on avait un intra, était à l'intra. Un système de gestion de base de données, SGPT, c'est un logiciel. Après ça, c'est une base de données. C'est un logiciel de gestion de base de données. Alors là, les produits, quand vous magasinez sur Amazon, vous pensez qu'ils sont où? La liste des produits que ça vous affiche. Dans une base de données. Ben non, monsieur, c'est dans une page HTML, je les vois dans mon navigateur, c'est pas d'une BD, et c'est d'une page. Non! C'est dans une BD, et ce qui se passe, c'est on utilise un serveur d'application qui va tripoter l'information de la base de données, qui, elle, est très boboche, en texte, et qui va nous la présenter à l'écran dans quelque chose de beau. C'est le but de notre cours. On prend quelque chose qui est d'une base de données qui est très boboche, colonnes rangées dans des tables, et on va peupler un écran. La même chose que fait Amazon. Alors, pourquoi on étudie ça? Là? Dans l'ordre des langages les plus utilisés, ça arrive en troisième. Donc, on a JavaScript en premier. Ça date de... C'est Stack Overflow de 2019. Le 2020, à peu près pareil. SQL arrive en troisième position. C'est parce qu'il n'y a à peu près pas de langage informatique qui ne traite rien. Il faut que tu traites quelque chose. Ben là, quelque chose, vous savez qu'un programme, ça prend une entrée, un massage, puis ça sort une sortie. La plupart du temps, l'information que traite votre logiciel est d'une base de données. Troisième langage le plus populaire sur Stack Overflow. Ça, c'est les entrevues. Vous cherchez un emploi, le logiciel le plus demandé par les entreprises, SQL, arrive en premier. Et vous voyez JavaScript, là, en orangé, là, qui est sur une montée, là. Et vous inquiétez pas, vous dites, monsieur Java, on le sait, ça descend. Non. C'est encore très demandé.
Et tout ce que tu as comme base en Java va te servir en JavaScript. Donc, en plus, ce n'est pas assez. Pour ceux d'entre vous qui ont de l'intérêt en intelligence artificielle, la plupart du temps, si vous voyez là, dans stockage ici, store, en fait, l'information que traitent les algorithmes d'intelligence artificielle, la plupart du temps, se retrouve dans une base de données. C'est le meilleur endroit pour aller stationner de l'information. Et j'ai des petites images ici de ce qu'était une base de données à l'époque. Là, on a parlé d'annuaire téléphonique, on a parlé de livres de recettes, et là, ici, on a des classeurs avec une filiale. Donc, ça, c'était avant les années 70, je vais vous dire. Si on regarde maintenant l'histoire, dans les années 60, 1960, on avait des fichiers sur disque en accès séquentiel. L'accès séquentiel, vous avez vu ça dans votre premier cours de prog. Tu ouvres un fichier, tu écris dedans une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. Si tu veux aller chercher de quoi dedans, ben, tu l'ouvres, tu utilises un algorithme de tri, puis tu localises ce que tu veux. C'est une façon. Mais après ça, on a eu les accès séquentiels avec une clé, où ça nous permettait de lire directement la 15e ligne. Mais avec les fichiers, il y avait beaucoup d'espace perdu. Donc, dans les années 70, arrivent les bases de données réseau. Là, c'est un ensemble de fichiers reliés entre eux par des pointeurs et il y a l'élaboration des langages d'interrogation de bases de données. Donc, au lieu d'avoir des fichiers, d'avoir des programmes qui lisent les fichiers et qui trouvent ce qu'ils veulent, on développe un langage qui s'appelle SQL et on laisse un logiciel de gestion de base de données mettre le stock dans les fichiers. Nous, on ne se bordera pas de qu'est-ce qui est où. À la place, on utilise un langage qui s'appelle SQL sur lequel on va dire place l'information dans les clients, donne-moi l'information des ventes et c'est ça que vous allez apprendre dans mon cours. Donc, dans les années 80, arrivent les bases de données relationnelles et là, ça, c'est la notion de table, colonne, rangée. Et on définit des relations entre les tables. Pour dire, dans une, je mets les clients, dans l'autre, je mets ses ventes, puis elles sont reliées par ce qu'on va appeler des clés étrangères. On va le voir tantôt. Dans les années 90, arrivent aussi les bases de données objets, ou ce qui s'appelle aussi les bases de données NoSQL. Ça, c'est des bases de données d'où le mode de stockage est un document. C'est une forme qui est un peu moins rigide. Et maintenant, la plupart des bases de données relationnelles vous permettent de stocker des objets dedans. Alors, une base de données purement relationnelle ou purement objet, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Tu peux mettre du NoSQL d'une BD Oracle. Tu peux interroger des bases de données NoSQL avec du SQL. Alors, ça tend à disparaître. On va regarder au prochain cours un petit peu les grandes différences, là. Mais pour notre apprentissage, je vous dirais que probablement que 80-90% des bases de données sur le marché sont des bases de données SQL relationnelles. Je vais le répéter. Donc, un SGBD, c'est un système de gestion de base de données. Et une base de données, c'est un ensemble de données structurées. Je vous ai donné un exemple. Dans un annuaire téléphonique, tu as la liste des individus avec leur numéro de téléphone. Dans un livre de recettes, tu as les ingrédients et les instructions. Dans ton téléphone, ta base de données, elle a des noms, des numéros de téléphone. Donc, ça, c'est une base de données. Mais un SGBD, système de gestion de base de données, c'est un logiciel qui gère la base de données.
Donc, moi, je ne me soucierai pas comme développeur dans quel fichier il va mettre, à quel pointeur, dans quel endroit. Non, je vais juste dire au SGBD, insert dans table et je vais lui laisser faire le travail. C'est pour ça que sur le serveur de SGBD, il tourne le logiciel de base de données. Là, ici, on va avoir un exemple. Donc, où il y a l'ordinateur avec les gens, ça, c'est notre client. Hein? C'est SQL développeur dans notre exemple ici. C'est quelque chose qui va me permettre de me connecter à la base de données, regarder mon contenu, insérer de l'information, je vais avoir une interface. Et ce qui est en rose, c'est le programme de logiciel de base de données. C'est avec lui que je vais parler. Et pour vous donner un exemple, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, ici, je me suis connecté comme Scott et je voudrais voir la liste des employés. Et là, quand je dis Select, je demande à la base de données de me faire une liste. Étoile veut dire toutes les colonnes, From, à partir de, et le nom de la table qui s'appelle EMP. Et on voit que j'ai mes numéros d'employés, mes noms, le titre de l'emploi, c'est qui son gestionnaire, quelle date il a été engagé, son salaire, sa commission, et il fait partie de quel numéro de département. Ça ici en haut, c'est un énoncé SQL. Je le rentre dans l'interface client, j'envoie la commande au logiciel qui est ici, il s'en va au disque, il s'occupe d'aller chercher les bons blocs, machin, machin, et il va me retourner la réponse. OK. Qu'est-ce que ça fait un logiciel de base de données? Un SGBD. Premièrement, ça permet de manipuler l'information, l'insérer, l'effacer, la modifier, effacer, modifier, insérer et sélectionner. Partage. C'est le fun. J'ai une base de données. Je suis Amazon. J'ai 1 million de produits. Et j'ai plein de navigateurs qui vont venir se connecter. Ça me permet aussi de partager de façon sécuritaire l'information parce que l'usager devrait être authentifié. Ensuite, ça s'assure de l'intégrité, on va apprendre ça. En fait, si je fais une commande qui est reliée à un client, ben, il faut que dans la commande, le lien soit valide. La base de données va s'en assurer. Tu ne peux pas insérer une commande avec un numéro de client qui n'existe pas. On va apprendre ça. Ça me permet de l'administrer de façon centralisée. Donc, moi, en tant que gestionnaire de base de données, j'ai une interface pour donner de la sécurité, veiller à ce que tout va bien. Je vais éviter d'avoir toute l'information redondante parce que dans un fichier, si je veux tout, par exemple, mon fichier de bulletin, ben, ça va me prendre votre nom, ça va me prendre votre DA, vos notes. Tandis que dans une base de données relationnelle, mon bulletin, il n'y aura pas toute l'information de l'étudiant. Il va juste avoir son lien. Et on va s'assurer de la sécurité. Ça, on va voir ça plus en 3e session. Comment on choisit un SGBD? Parce qu'il y en a plusieurs. Là, moi, pour le cours, j'ai probablement choisi le plus gros et celui qui est utilisé par les plus grosses entreprises. Ça s'appelle Oracle. Mais ce n'est pas toutes les applications qui ont besoin d'Oracle. Monsieur, pour faire un petit site web avec quelques tables, des trucs comme ça, j'ai-tu besoin du gros Oracle? La réponse, c'est non. Tu peux probablement utiliser un autre SGBD. Par exemple, MySQL, c'en est un. MariaDB, c'en est un autre. C'est des partagiciels. Pour les choisir, on regarde combien ils coûtent. Parce que si je fais une petite application où il n'y a pas beaucoup de sous, je ne prendrai peut-être pas le plus gros. Le volume de données, combien j'en ai, combien de redondance, combien d'utilisateurs, combien c'est programmable. Il y a des SGBD qui n'ont pas de langage à l'intérieur du SGBD. Parce qu'on comprend, on peut programmer à l'interface, c'est une chose. Mais vous allez voir que toute la programmation à l'interface, elle se manipule. Du JavaScript, là, c'est pas sécuritaire dans le client parce que
le client peut le modifier. Le client désignant le poste client, mais aussi l'humain en arrière qui peut modifier ce que vous allez envoyer. La robustesse, il y a des bases de données qui sont hyper robustes, il y en a d'autres qui le sont moins. Et comment je vais recouvrir en cas de désastre? Il y en a que c'est juste, je vais ramener le backup de la journée d'avant. Vous comprenez que chez Amazon, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas, si je casse à 3 heures de l'après-midi chez Amazon, dire, ah, c'est pas grave, j'ai la copie de sûreté d'hier après-midi. Et par le fait même, perdre 280 000 commandes. Donc, il y a différents modes de recouvrement selon ce qu'on a de besoin. Si on regarde ici dans les principaux SGBD, on va voir en haut, probablement le plus utilisé, c'est Oracle. Ensuite, on a MySQL, qui est un logiciel open source. On a Microsoft SQL Server, Postgres, MongoDB, qui est une base de données objet, mais qui a rajouté dernièrement une interface SQL. IBM DB2, c'est SQL, SQLite. En fait, là, hormis MongoDB, qui maintenant a ajouté SQL, presque toutes les bases de données qui sont utilisées au monde utilisent SQL. Fait qu'au moins, ce que vous apprenez, c'est un langage standardisé, que tu travailles avec Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server de Microsoft, tu vas toujours être capable d'utiliser tes bases SQL. Donc, ce que tu apprends, ce n'est pas spécifique à Oracle, c'est spécifique à SQL. Je vais toujours vous donner la syntaxe qui va vous permettre de vous débrouiller dans tous les environnements. Fait que tu travailles pour le gouvernement un jour, ben, tu risques de travailler avec Oracle. Si tu travailles pour une très grosse corporation aussi, mais si tu travailles pour un start-up, ça se peut qu'il y ait MySQL ou Microsoft SQL Server. Donc, les outils que tu apprends dans ce cours-là vont te servir pour les deux. Base de données, j'en ai parlé. Et là, SGBD, Système de gestion de base de données. Puis là, on va ajouter une chose. Là, on s'amène à un système de gestion de base de données relationnel. À partir de maintenant, c'est juste ça qu'on va faire dans le cours. C'est ce qu'on a vu avec Oracle. Et les systèmes de base de données relationnelles aujourd'hui ont un langage de facto qui est SQL. Donc, dans notre base de données relationnelle, qui est Oracle, c'est un ensemble, si on veut, de tables. Puis une table, c'est composé de colonnes et de rangées. Alors, je vais vous remontrer la table des employés qu'on a ici. Donc, on la voit un peu graphiquement d'ailleurs. Hein? On peut comprendre que ça constitue une table. Les colonnes, ce serait le nom des champs qu'on remplirait à l'écran. Numéro d'employé, votre nom, votre emploi, c'est qui votre gestionnaire, c'est quoi votre salaire. Et une rangée, c'est un enregistrement. Donc, ça comprend l'information qu'on a pour M. King, qui est le président, pour M. Blake, qui est un gestionnaire, ou pour M. Smith, qui est un commis. Alors, c'est la base de notre base de données. Ce sont des tables. C'est ce qu'on a ici. Et entre autres, il en reste-tu parmi vous qui sont membres d'un club vidéo? Levez la main. Netflix. Il y en a-tu qui ont déjà été dans un club vidéo à l'époque avec leur père et leur mère quand ils avaient 10 ans, choisir un film? Pas, c'est ça. À cette époque-là, quand tu allais là, ben, il y avait une base de données qui contenait les films, qui contenait le nom des gens qui étaient là, qui avaient fait une location, quand est-ce que tu devais ramener le film. Donc, on se servait d'une base de données. Netflix a à peu près l'équivalent. Sauf qu'au lieu de tenir les films que tu as loués, ça tient plutôt une base de données des films que tu as regardés ou des épisodes ou des séries. Après ça, ça tient l'information pour qu'ils puissent se faire payer ta carte de crédit. Puis après ça, toutes les fois probablement qu'ils t'ont chargé.
OK. Donc, on a des tables et les tables peuvent s'apparenter à des listes. Hein? Une table, une liste, comme dans un chiffrier. Donc, on a vu colonne, les champs, les lignes pour les enregistrements et on fait des liens entre les tables. Si vous regardez ici, voyez-vous le numéro de département au bout à droite? Monsieur, je ne le vois pas. C'est quoi le département numéro 10? Je ne le vois pas. Pourquoi ils ne mettent pas la description? Ben non, j'ai une autre table avec les départements. Donc, un département, ça a un numéro, un nom et un emplacement. Et on va apprendre à faire des jointures. Hein, ici, on voit qu'on a un numéro de département. Puis si je voulais les employer par département, ben, je pourrais faire un... On va demander juste le nom de l'employé. Donc, ce que j'ai demandé ici, c'est je veux le nom de l'employé et le nom du département en provenance des deux tables où ils sont joints. Faites-vous-en pas, vous allez apprendre à faire des jointures. Là, si je les voulais à l'envers, ça va avoir plus d'intelligence. CTRL-X. Puis je vais vous mettre ça quand même joli. Ah, ben là, on a une liste de départements avec les employés qui sont dedans. Je vais m'assurer. Donc, j'ai le département de comptabilité, de recherche et des ventes. Jusqu'à date, ça va. Et si vous demandez, oui, monsieur, c'est quoi ça, cette espèce de langage étrange? C'est ça, SQL. Et c'est l'énoncé select. Et ici, j'ai un autre exemple de base de données qui est un diagramme entre les étudiants et les cours. Un étudiant est inscrit à un cours. Un peu comme j'avais des employés font partie d'un département. Alors, toute l'information dans une BD peut être retrouvée à l'aide du nom de la table, le nom de la colonne et la clé primaire. Monsieur, clé primaire, c'est quoi ça, ce mot-là? Là? Vous venez d'utiliser ça, mais je sais pas, là. La clé primaire, c'est ce qui identifie de façon unique une rangée dans une base de données. Donc, si on pense à une table liste des étudiants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable de se risquer pour me dire ici au collège, c'est quoi la clé primaire de la table des étudiants? Je peux essayer? Oh oui, vas-y. Mais on aura d'abord le nom, le prénom, numéro DDA. Ah ah! Et
puis la filière ou la formation. Mais la clé primaire, tu as raison. Là, tu m'as nommé 2 autres colonnes. Donc, le nom, le prénom, la date peut-être d'entrée. Mais ce qui est important, c'est ton DA. Ici au collège, le DA, il est unique. J'ai peut-être 2 étudiants qui s'appellent Walid, mais je n'aurai pas 2 étudiants qui vont avoir le même numéro de DA. Jamais. Donc, la clé primaire pour la table étudiant, c'est DA. Dans ma table ici, je vais vous demander d'identifier, selon vous, c'est quoi ma clé primaire? Je vais revenir ici. À regarder comme ça, selon vous, c'est quoi la clé primaire de la table employée? Je peux essayer. Ah oui, oui, vas-y, Olivier. Ben, son nom, il y a un numéro associé. Ah! Il y a un numéro mais je sais On pas va c'est essayer quoi. de quoi? J'aime ça, toi, ton... Ah. Donc, insert into employé. Et là, values. Puis là, on va en prendre un qui existe déjà. On va y mettre les valeurs après. Ah tiens, on va y mettre 6 dates. On va être gentil, on ne sera pas obligé de faire tout ça. La date du jour. Là, je suis dans l'ordre. Le numéro d'employé 999. On va y mettre comme nom Sirois. Ton gestionnaire, on va mettre M. Smith. Donc, on va mettre 79, 63, 69, pardon, c'est son numéro. T'es engagé aujourd'hui. Ton salaire, je vais être gentil, 3 500 $ par mois. Tu as 1 000 $ de commission au strike fort. Puis ton numéro de département, on va mettre 30. Tiens, je te rentre dans ma base de données. Oups, il manque des valeurs. Ça, il doit me manquer une petite colonne, certain. Le numéro de l'employé, le nom. Ah, j'ai oublié l'emploi. Excusez. On va te mettre comme analyste. Et on va te remettre ton patron comme étant Monsieur Clark. 7782. Oh! Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? As-tu quelqu'un qui regarde les ça? Une contrainte unique a été violée. Et voilà. En fait, il y a un champ là-dedans. La clé primaire ne peut jamais être doublée. Alors, on a mis 9999. Si on fait ça, puis on va regarder ça, on voit que 9999, il est déjà là. Je vais faire par exprès. Je vais changer ton nom. Là, tu es d'accord que test il est pareil. Là. On va changer ça pour 9998. Ça l'a passé. Donc, quelle est la clé primaire? Il y en a une seule colonne qui constitue la clé primaire. Selon vous, avec l'exemple qu'on a fait. C'est le numéro de l'employé. Oui. Donc, il peut y avoir 2 Sirois dans l'entreprise, mais ils ne peuvent pas toutes les 2 posséder le même numéro d'employé. C'est comme, il peut y avoir 2 Olivier Sirois au collège, il y en a peut-être 2. Mais vous n'aurez pas le même DA. Donc, la clé primaire me permet d'identifier uniquement une rangée. Et on va le vérifier. Je vais te remettre
dans BD. C'est rentré dans ma base de données. Et là, on va rajouter une petite clause ici. Where t'es pas là avec un 7? Oh, je me suis trompé, c'est 7, 8. Alors, si je connais ton identifiant unique, je suis capable de te trouver dans la base de données. Donc, c'est pour ça que souvent au collège, les profs te demandent c'est quoi ton DA? Parce que ton nom, plusieurs fois, ça ne suffit pas. OK. Donc, on voit ici un dessin d'une architecture. L'architecture qui est là, client-serveur. Les petits postes et les gros machins là, qui sont en bas, ce sont quand même des clients qui sont associés entre eux par une petite pipe jaune, on va dire, mettons, un réseau. Et on a un serveur de base de données, qui est l'espèce de disque gris avec les petits compartiments magenta, qui en dessous comporte les tables utilisateurs que vous allez apprendre à créer dans le cours et les tables du dictionnaire de données qui sont nécessaires à la base de données elle-même. Parce que, croyez-le ou pas, la base de données a une table avec le nom des tables. Elle a une table avec le nom des colonnes. Elle a une table avec le nom des utilisateurs. Hein, si je regarde, par exemple, là, je suis connecté comme Scott. Je n'aurai pas le droit d'aller voir ça. Je vais me connecter comme Sis. Ben, je veux savoir, j'ai quoi comme utilisateur dans ma BD? Select. Et là, en fait, j'ai un tas d'utilisateurs. Puis si je descends tranquillement, on devrait trouver notre ami Scott là-dedans. Ah, ici. Donc, ça, c'est la table. Korak se sert lui-même pour mettre tous les utilisateurs. Alors, dans mon diagramme, c'est une table. Mais les utilisateurs normaux ne s'en servent pas. Toi, tu crées tes tables, mes tables d'employés, mes tables de département sont toutes dans la partie des tables utilisateurs. Par utilisateur, naturellement, j'entends aussi utilisatrice. Dans ce cas-là, l'ordinateur qui comprend toutes les tables, n'oubliez pas, vous en avez un maintenant, un ordinateur qui comprend la base de données Oracle. Il est dans votre VirtualBox, c'est dans votre machine virtuelle. Mais ça, c'est un serveur de base de données. Il est dans une machine virtuelle, mais il est là. Et sur cette machine virtuelle-là, vous avez un SGBDR d'installer, un système de gestion de base de données relationnelles. Autrement dit, il y a un logiciel qui s'appelle Oracle, soit dit en passant, il l'appelle comme ça. C'est pas juste le nom de la marque. Si tu regardais le process sur ta machine, tu as un process qui s'appelle Oracle. Et on lui parle en utilisant du SQL au travers le réseau. Ce que j'ai fait tantôt, j'ai fait plein d'énoncés SQL. Et ça parle à la base de données dans ma VM. C'est pour ça que tu ne pourras pas ta VM, il n'y a pas moyen que tu puisses te servir d'SQL développeur pour lancer des énoncés SQL. Alors là, on saisit des énoncés SQL sur le poste client, qui dans mon cas, moi, était SQL développeur. Et je parle à la BD. Ceci, c'est le fonctionnement qui reflète l'architecture client-serveur. Client SQL développeur qui roule sur ma machine haute, soit Windows, soit macOS ou Linux, selon ce que tu utilises toi pour travailler. Et de l'autre côté, dans la machine virtuelle, j'ai un Linux qui roule une base de données Oracle et qui reçoit la connexion. Donc, client, serveur.
Et SQL, c'est le langage que j'utilise pour parler à la BD, ce que vous avez vu, select, étoile, from emp, insert, into, EMP. SQL, pour ceux qui ont la curiosité, c'est Structured Query Language, en français, langage de requête structuré. Et dans les requêtes, on peut faire des requêtes pour aller chercher de l'information, select. On peut faire des requêtes pour insérer de l'information, insert. On peut faire du update puis des delete. On va tous les voir dans ce cours-là. Et comme je vous ai montré tantôt, SQL, c'est presque un dialogue universel. À peu près toutes les bases de données au monde sont capables de parler SQL. Il y a des petites différences qu'on va appeler des dialectes. Il y a des trucs que je vais vous montrer quand c'est spécifique à Oracle. Je vais être capable de dire, ah, voyez, ça, c'est la méthode Oracle. Mais habituellement, je vais vous montrer la méthode qu'on appelle ANSI, qui est la méthode standardisée. Donc, en SQL, on a, moi, je vous dirais, quatre grands langages, des sous-langages, qui commencent par un mot-clé, tout le temps. Fait que ça, c'est, premièrement, dans mon cas, moi, là, recherche de données et langage de manipulation de données, c'est ensemble, c'est du DML, Data Manipulation Language, ou du LMD en français. C'est Select, Insert, Update, Delete. C'est ce que je peux faire sur les données. Manipulation de données. Je les manipule, je les regarde, je joue avec. Puis là, vous me demandez, monsieur, c'est-tu le genre de question qu'il peut y avoir dans un quiz? La réponse, c'est oui. Vous devez savoir, par exemple, que langage de définition de données, c'est pour créer des objets, des tables, des utilisateurs, des schémas, pour modifier, pas les données, mais modifier la table. Si je veux ajouter une colonne à la table employée, mettons, je vais mettre l'adresse, on ne l'a pas, ben, je vais utiliser le langage de définition de données, le DDL en anglais, Data Definition Language, en français, LDD. Ensuite, on a le contrôle des transactions. Le mot commit, vous devez l'apprendre puis le comprendre. Commit, ça veut dire sauvegarder de façon permanente. Si tu ne sauves pas de façon permanente, tu peux toujours faire un rollback de ce que tu as fait. Revenir en arrière. Et finalement, on va quand même apprendre à faire des grants et des revokes, qui sont un langage de contrôle de données. Elle, ça me permet de dire, tout a accès à ma table. Parce que si je crée une table, je suis Scott, je suis dans le schéma ou l'utilisateur Scott, je crée une table, moi j'ai tous les droits dessus en tant que Scott. Je peux insérer, effacer, rajouter, tout ne verra même pas. Il faut que je te donne accès et je te donne accès à mes tables avec grant et revoke, langage de contrôle des données. Ça ici, c'est un petit diagramme de ce qu'on a fait. Regardez, j'ai fait select, moi habituellement je fais étoile from DEPT. Si on regarde là, je vais reprendre l'énoncé. Select étoile from DEPT qui est ici. Je l'exécute. Et ça va à la base de données. Oracle prend mon énoncé. Vous ne savez pas dans quel machin il va regarder. Vous ne savez pas c'est où physiquement sur disque, pas grave. Une table, c'est une structure logique. Et lui, il s'occupe du détail. Il s'en va chercher toutes les colonnes, toutes les rangées, puis il me l'affiche. C'est un select étoile from DEPT. Et lui, il va s'occuper de trouver l'information et de me l'envoyer. Donc, on revient sur l'architecture. Je vous ai expliqué 10 fois, pas eux, c'était quoi l'architecture client,
serveur. SQL développeur dans mon Windows client. Mon serveur Oracle Linux dans la machine virtuelle de VirtualBox, serveur. Il y a les notions d'architecture, je vais garder ça simple. C'est quoi la façon de dessiner, si on veut? C'est comment on découpe les traitements. Et à partir de là, on va avoir le client-serveur et l'architecture web à plusieurs tiers. C'est les deux sur lesquels on va se concentrer. On a un petit diagramme ici. Oups, excusez. L'application client ici pensait SQL développeur. C'est ça mon truc, m'en souvenir. Donc, je peux avoir plusieurs applications clients. Il envoie une requête SQL, un select, un insert. Le GBD, lui, s'occupe de parler avec les disques de la base de données et va ramener le résultat à l'application client. Puis il peut en avoir plusieurs. Donc, habituellement, on découpe les responsabilités. La partie client va s'occuper de présenter et de traiter l'information et la partie serveur va s'occuper de stocker les données puis de nous la présenter. Par contre, si c'est toujours le client qui fait le traitement, bien, je vais me retrouver avec un client très lourd, des grosses applications, et c'est pour ça qu'on a l'architecture entière. Donc, je vais introduire un serveur d'application. Alors là, au lieu d'être obligé de déployer sur tous les postes clients un outil pour accéder aux données, je vais pouvoir faire un serveur d'application puis me connecter dessus comme client. Puis tout le développement va se faire dans le serveur d'application. Ça, c'était là où on était, client-serveur, mais avec 3 tiers. C'est quoi un tiers? C'est un morceau de l'architecture. Client, serveur, 2 tiers. Client, serveur d'application, serveur de base de données, 3 tiers. Et étant donné qu'on avait client-serveur au début, puis après ça, ben, 2 tiers, 3 tiers, on a simplement dit, OK, il peut en avoir autant que tu en as besoin. N tiers. Et l'architecture client-serveur, c'est une 2 tiers. Hein? Un tiers, c'est un morceau, si on veut. C'est la plus simple. Et ceux qui ont des multitiers, eh bien, on va parler, le plus bel exemple, c'est l'architecture web. Dans l'architecture web, N tiers, parce que moi, je compte, les boîtes bleues sont des tiers. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Là, je vais me dépêcher à donner mes exemples parce que peut-être qu'un jour, même mes exemples ne fonctionneront plus. Je voudrais que vous leviez la main, tous ceux qui ont Word, d'installer sur leur appareil. Word, le logiciel de traitement de texte. Il m'en reste-tu? Abdissam, as-tu Word d'installer sur ton appareil? Walid, Drazi? Non, j'en ai qui ne l'ont pas. Donc, je vais poser la question à Ali, par exemple. Ali, si tu n'as pas Word d'installer sur ton poste, comment tu fais pour éditer des documents? J'ai pas compris exactement si j'ai quelque chose Le sur logiciel Word. Oui. Est-ce que tu l'as sur ton appareil? Non, je ne l'ai pas sur mon ordi. J'utilise Google Docs sur Internet. Ah, merci. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir que je me dépêche de donner mes exemples. Parce qu'en fait, Word, c'est un exemple d'un gros appli. Et sa base de données, c'est des fichiers Word. Mais de plus en plus, on a tendance à avoir un serveur d'application. Je n'ai pas besoin d'installer Word sur ma machine. Je peux utiliser Google Doc. Et Google Doc, on est dans une architecture web.
Tu as un navigateur web. Puis un navigateur web, ça communique toujours avec un serveur web. Oui, mais monsieur, serveur web, dans le cas de Google Docs, c'est un serveur web. Ah, il se passe quoi en arrière? Ah, lui, il va parler à un serveur d'application qui va te faire apparaître ta barre d'outils, tes menus, tes documents, etc., etc. Donc, on voit que l'architecture web devient une architecture dominante pour déployer des applications. On n'a plus l'application nécessairement sur notre appareil. On a un site web dans lequel on va pour faire l'ensemble des fonctionnalités qu'on avait l'habitude de faire sur notre appareil. Donc, notre navigateur parle au travers de l'Internet, qui est la bulle orangée, à un serveur web. Le serveur web, lui, tout ce qu'il sait, c'est comment t'envoyer des pages Internet ou recevoir des requêtes. Fait qu'il n'est pas capable de faire tout le traitement avancé. Le traitement avancé est fait par le serveur d'application. Et s'il y a une base de données en arrière, le serveur d'application parle au serveur de base de données. Donc, cette image-là, vous devez être capable de me la redessiner les yeux fermés. Donc, l'Internet et le Web, c'est une nouvelle façon de développer des systèmes d'information. C'est une architecture qui est prévalente partout. L'avantage que ça a, c'est que tu es capable de le rouler là-dessus, sur ta tablette, sur ton poste, sans qu'en tant que développeur, tu aies à développer une version iOS, une version macOS, une version Windows, une version Linux. C'est ça l'avantage. Et toujours à jour, parce que toi, en tant que développeur, tu mets juste à jour ton serveur d'application. Les nouveaux utilisateurs qui se connectent ont la nouvelle version. Et là, ben, on a entendu parler du GAFA. C'est la façon dont Google, Amazon, Facebook, Apple, je te dirais, rajoute Netflix, distribuent leur application. Tu n'as à peu près plus rien localement. Tout est une architecture web. Je vais te faire un autre beau petit dessin de l'architecture web. Et là, j'ajoute les protocoles qu'ils utilisent. Donc, mon client web va faire une requête HTTP. Puis il va envoyer ça sur le web. Le web server, si vous en avez jamais entendu parler, ben tu as Apache, tu as IIS, tu as Netscape, tu as Nginx, qui parlent à des applications web qui, elles, vont parler à la base de données Oracle. Et là, j'ai un exemple des services d'Amazon, un autre exemple d'architecture web. Je ne passerai pas au travers de tout ça, là, mais vous pouvez voir la première flèche jaune par terre, là, c'est les serveurs web. La deuxième, c'est les serveurs d'application. Et les espèces de petits trucs en arrière, c'est des serveurs de base de données. Puis là, le petit bonhomme dessiné à gauche en bas, ben, c'est le client. Donc, dans l'architecture web, on a toujours 4 morceaux. Le client qui est un navigateur. Le serveur web qui est en arrière, qui parle à un serveur d'application, qui parle à NBD. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'architecture web?